c'est mauvais, il faut dire que c'est mauvais. Ouais. Et aujourd'hui, c'est mauvais. Et on dit c'est mauvais. Bonjour, bonsoir les amis. En fonction du lieu où vous serez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR, j'ai fait un petit morceau choisi d'un débat télévisé sur Balafon Télévision. Merci déjà à Balafon Télévision. Merci à vous Balafon Télévision. Je sors ce petit débat télévisé, ce petit morceau choisi pour vous montrer comment Valère Bessara et Madame Harriet Ekoué quiz Georges Tegen. Regardez et faites-vous une idée de cela. Bonjour. C'est mauvais, il faut dire que c'est mauvais. Ouais. Et aujourd'hui, c'est mauvais. Et on dit c'est mauvais. Parce qu'en fait, le président de la République n'a plus la force. Il faut que ceux qui sont dans son sens, ça se voit, non, le lui concèdent. Qu'ils avouent, qu'ils reconnaissent le président. On lui demande plus de sautiller partout. Vous comprenez? Il n'en a plus la force. Mais tout ce qu'on lui demande, c'est par exemple, même s'il est assis au village, comme à l'heure actuelle là, il signe au moins un gouvernement, il rafraîchit le gouvernement. Pour que ceux qui ont fait des scandales depuis 2019, au moins que le peuple sache que son président est présent. Et qu'il peut châtier ceux qui s'amusent avec la fortune publique. Vous comprenez? On a quelques exemples, notamment avec le Covid-Gate, le Covid-Gate, oui. Pour signer un décret de remaniement, vous n'avez pas besoin d'aller courir au stade omnisport, ou à Olympe, ou à Bepanda, ou ici, on est à Japon. Vous comprenez? C'est un stylo. D'ailleurs, ici, des arrêtés, des décrets chaque semaine. Pour nommer les gens, pour faire autre chose sauf le national. Vous comprenez? Est-ce qu'on a besoin, quand on est celui qui connaît tout, celui qui connaît le Cameroun, celui qui doit encore être là, est-ce qu'on peut justifier cela? Non, je finis. Oui. Le Conseil national, voilà, vous appelez comment? Non, la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature. Oui, donc tous les membres sont désuets. Il y a encore une semaine, on en parlait. C'est-à-dire que les mandats étaient arrivés à l'échéance. Tous. Donc c'est une structure désormais terminée. On ne peut plus rien faire. Les enfants sont au quartier, les magistrats sont au quartier depuis 4 promotions. Ils sont là, ils vadrouillent. Vous voyez comment vous allez former? Vous dites donc qu'il faut former la jeunesse. Quelle est la jeunesse que vous voulez former en la clochardant? Vous comprenez? C'est ça le véritable souci. Est-ce qu'on peut penser qu'il a vraiment de bonnes intentions envers la jeunesse? Parce que quand on dit jeunesse, moi je vois, il dit jeunesse. D'ailleurs, chez eux, je crois que le président de l'OGM, ils ont les 70 ans, les 65 ans. Ouais. Et lui, il est sur le plateau, il dit non, il faut que ça reste. Alors, je sors en disant que, M. Ngoti, cette jeunesse-là, quand nous parlons de jeunesse, ce n'est pas une affaire d'âge, c'est une affaire de renouvellement. C'est une affaire de renouvellement. Parce qu'un acte que vous posez pour déplacer un pion et en mettre un autre, vous avez renouvelé, vous avez rajeuni. Vous comprenez? Maintenant, on peut être un individu de 92 ans et travailler comme un monsieur de 25 ans. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin de courir au stade Japoma, comme je l'ai dit. S'il rafraîchissait son gouvernement moins tous les 2-3 ans, on voyait que quelqu'un a pris l'argent de l'État la semaine dernière, la semaine d'après, on l'a pris et on l'a mené devant le juge. Mais ça, c'est de la jeunesse, dans le travail. Vous comprenez? Il ne s'agit pas d'âge, forcément. Donc, je voudrais que la jeunesse comprenne aujourd'hui que nous respectons les aînés. D'ailleurs, ça a toujours été mon discours. Parce que je pense toujours que si le Cameroun tombe aujourd'hui, nous sommes les plus grands perdants. Si on entre en guerre, dans une guerre civile, ou je ne sais pas moi, nous sommes les grands perdants parce que nous n'avons pas d'argent. Moi, je n'ai pas deux patries. Et d'ailleurs, ceux qui font de la moto, ainsi de suite, n'ont pas deux patries. C'est nous qui allons subir. Mais ceux qui ont pris notre argent partout, il y en a même qui ont des doubles nationalités, ils iront à l'extérieur, on va les participer, vous comprenez. Mais nous n'avons qu'un seul pays. Et c'est pour cela que nous voulons que octobre arrive dans la paix et que justement nous puissions reprendre notre pays entre les mains du président Paul Biya, au cas où lui-même il pense, enfin il continue à nous montrer qu'il n'en veut plus. Parce qu'il n'y a pas 10 façons qu'on a de montrer qu'on veut quelque chose, c'est en fait de ne plus travailler. Merci beaucoup. Et de laisser faire. Alors, non, je crois qu'on est dans un circuit désormais fermé depuis 2019, c'est-à-dire le dernier gouvernement qu'a pris le président de la République. Et justement, agrémenter à cela le retrait de l'homme de l'activité politique et surtout l'activité administrative, parce qu'il concentre ces deux activités entre ses mains. Et comme j'ai eu l'habitude de le dire toutes ces années, il a installé le pays dans un pourrissement total. C'est-à-dire qu'en se retirant de la scène politique et administrative,
il a laissé faire tous ses collaborateurs. Donc tous les désordres dans le gouvernement auquel on a assisté, on ne revient plus dessus. Les ministres qui se marchent dessus, le Premier ministre dont la parole n'est plus vraiment... Ben alors, on est arrivé dans un niveau où ses alliés aussi réfléchissent. Ils se posent bien des questions claires. Quel est leur avenir pour 2025? Et sur le fondement de ce que nous avons déjà évoqué ici, et sur lequel on peut continuer, c'est-à-dire que le président aussi est fatigué. Notre allié, je pense pour l'UNDP c'est depuis 1997, pour le FSNC je ne sais pas, ou c'est depuis 2009, ou je ne sais pas quand ils ont baptisé, vous voyez, mais ça date quand même des dizaines d'années pour les alliances, vous voyez. Et l'homme n'était pas encore celui qu'il voit aujourd'hui. L'homme leur semblait encore être présent et travaillant. L'homme, peut-être même encore, là je dis peut-être, pouvoir encore avoir les capacités de se mettre en contact direct avec eux quand ils avaient un problème à régler, puisque ce sont ses alliés. Vous voyez. Il y a donc comme ce flou orchestré dans leur relation, premier élément, qui peut expliquer leur retrait ou la rupture de l'alliance. La deuxième chose, c'est que il y a aussi l'élément régional. L'élément régional, on dit le Grand Nord. Disons ça comme ça. C'est vrai que c'est un terme que j'aime pas beaucoup, comme j'aime pas aussi l'affaire de Nord-Ouest, Sud-Ouest anglophone, j'aime pas ça, mais disons ça comme ça, c'est plus approprié. Vous voyez, le Grand Nord se réveille, du moins la jeunesse du Grand Nord se réveille, comme toute la jeunesse d'ailleurs, du Cameroun, partout ailleurs, elle se réveille, même si c'est pas encore le cas. Alors, les cadors de la politique, que sont justement ceux-là dont on parle, ont aussi une crainte. Ils peuvent être laissés sur le bas-côté par la révolution politique qui s'annonce. C'est-à-dire que si le label Paul Biya venait à être rejeté dans les régions septentrionales, eux qui garderaient toujours les alliances avec ce RDPC-là et ce Paul Biya-là risqueraient d'être passés aux oubliettes. Vous voyez, il faut anticiper. Le deuxième élément, c'est l'anticipation. Le troisième élément, et là je vais embrayer rapidement, ça va peut-être créer des émules. Je crois qu'on est dans une zone de turbulence où le parti au pouvoir, là c'est un soupçon. Là c'est un soupçon. Serait à la manœuvre aussi pour diluer cet élan de relâchement ou de détachement des régions septentrionales du parti au pouvoir en général et de l'homme en particulier. J'explique. Vous savez, le peu de temps que j'ai passé dans ces zones, dans mes fonctions, a montré que nous avons là-bas des ethnies, des cultures. Et vous avez le Peul, Kayi doit toujours mis, là je parle sur le contrôle de Mme Ekwe, a toujours mis en avant, politiquement. C'est-à-dire que vous avez des chefferies où même lorsque l'essentiel de la population est non Peul et non musulmane, vous aurez toujours un lamido qui sera toujours Peul et musulman. Généralement, c'est ça là-bas. Et donc, ils ont eu le pouvoir politique. L'homme peut avoir eu le pouvoir politique. Là-bas, tout le temps d'ailleurs. C'est vrai qu'il lui aussi, il avait son maille à partir avec eux. Il en a déporté même certains, l'amibé, dans des prisons, juste pour essayer d'aérer la zone. Vous voyez? Et donc, quand on voit le combat là-bas aujourd'hui, vous vous rendez compte que le mouvement de 10 millions de nordistes a pris de l'ampleur au sein de cette population. Et il y a donc comme une strate qui est en train de se sédimenter, une strate de révolution qui est en train de se sédimenter dans ces trois régions contre le parti au pouvoir et contre le régime. Et donc, ces gens-là, enfin, ces gens-là, c'est le président de l'UNDP, le président du FSNC, en bon opportuniste, ils entrent dans la faille. Ils entrent dans la faille pour faire quoi? Et là, je suis dans un soupçon de manipulation, pour récupérer cette révolution. Je donne un seul indice. J'ai vu certains membres de l'opposition se réjouir des démissions. Moi, je suis d'accord. Si ça, j'ai vu l'écrit de l'un d'eux qui dit ça contribue à renforcer les fissures sur le mur RDPC. D'accord. Mais un seul indice. Pourquoi pour moi ça ne me dit pas grand-chose et au contraire nous devons le craindre, c'est que tous sont candidats. Tous sont candidats. Pourtant, ils ont des appareils les plus en force, les plus proéminents de cette zone. Quand vous dites l'UNDP, c'est un poids politique. Oui. Quand vous dites le FSNC depuis la dernière élection, c'est aussi un poids politique. Pratiquement la troisième force politique de là. Voilà, on peut enlever l'ANDP, le MDR,
qui sont restés accrochés à la mamelle du pouvoir, mais ces deux-là. Alors on aurait voulu comme indicateur qu'il y ait une coalition. Non, l'indicateur qui pouvait nous montrer que ces deux leaders, justement, sont là pour aider le Cameroun en général et la jeunesse de cette zone-là à se détacher, à se mouvoir pour le changement, c'était par exemple qui ne se représente pas. Moi je le dis comme ça, comme clairement. C'est-à-dire qu'un Berouba qui dit aurait dit peut-être hier, c'était hier, on attendait avec beaucoup d'émotion. Le moment venu, l'UNDP présentera son candidat. Ça nous aurait laissé croire qu'en fait, il peut laisser un souffle nouveau. Ça peut ne pas, et moi je ne parle pas d'une question de jeunesse, ça peut être une autre figure qu'il aurait pu positionner comme candidat. Mais on comprend qu'en fait, il a décidé du changement. Lui aussi, le monsieur, à peine vous démissionnez et vous dites « je suis candidat ». Je fais fi des contestations au sein du parti sur le « je suis candidat » qui ne respecte pas les textes du parti. Vous comprenez? Mais ces deux éléments nous montrent qu'effectivement, il y a un souci, M. Ngoti. C'est-à-dire qu'on se serait attendu à ce que ces aînés-là acceptent quand même qu'ils ont travaillé avec le président Paul Biya en bon bout. Ils ont assumé ses résultats, son bilan, qu'il soit positif, qu'il soit négatif. Et que le moment était venu aussi pour eux, dans leur région, d'assurer une certaine succession, d'assurer une certaine aération qui allait permettre à ce peuple du Septentrion de participer valablement au changement auquel militent d'ailleurs toutes les autres régions du Cameroun, du moins toute la jeunesse que je suis dans toutes les autres régions. Alors si on vous comprend bien, il y a comme une sorte d'effet de distraction. Effet de distraction, effectivement. Parce que quand nous regardons Landerneau, je vais même sur le plan culturel, là je parle encore sous le contrôle de Mme Ekoué, vous allez vous rendre compte que quand vous regardez le mouvement des 10 millions de nordistes, faites très attention. Il y a des éléments que quand vous les voyez dans le mouvement, vous comprenez qu'en fait, il n'ira nulle part. Je prends un simple cas. 10 millions de nordistes. Les peuples sont en retrait. Il n'y a pas des peuples qui font la grande campagne de 10 millions de nordistes. Regardez très bien. C'est généralement les animistes ou les non-chrétiens, ou les chrétiens. Vous comprenez? Parce qu'ils sont les plus nombreux dans le Septentrion. En termes de chiffres de population, faites très attention. Ils sont les plus nombreux. Mais comme ils ont toujours le pouvoir politique, alors eux, ils tiennent les manettes et poussent en avant ceux en qui peuvent se reconnaître la grande masse, les grandes masses qui sont non islamiques et donc chrétiennes ou animistes. Les Kirdi, les Tupuri, les Massa, les Mundang, ainsi de suite. Vous comprenez? Regardez très bien le mouvement. Ça veut dire quoi? Il s'agit pour eux de récupérer la révolution auprès des plus nombreux, puisqu'en fait c'est la masse électorale du parti au pouvoir, que ce soit dans l'extrême nord, que ce soit dans le nord, que ce soit dans la Damawa. Et puis au moment venu, c'est eux l'interface avec le pouvoir, puisque c'est eux qui ont l'essentiel du pouvoir politique. Ils pourront dealer le moment venu. Je crois que le président a compris cela en 2019, je crois, puisque dans la scène de Garoua, par exemple, il a nommé, comme ministre de l'Agriculture, un lac. C'est un lac. Faites attention. Et les lacs, généralement, sont considérés là-bas comme des étrangers. Par ceux qui se disent autochtones de Garoua. Faites attention. Les Fali, les Issa, oui, les Fali sont à l'étroit. Je vous donne un autre indicateur sur le traitement culturel. Je n'aime pas parler des histoires d'ethniques. Quand vous regardez la Sodé Coton, prenez 10 cadres. Vous prenez le ratio entre les islamophiles et les autres. Vous comprenez en fait, en grandeur nature, comment la région septentrionale est traitée. Si vous prenez la question du coton, regardez qui cultive le coton. Il n'y a pas de peuple dans la culture du coton. Mais pourtant, c'est les peuples qui dirigent la Sodé Coton et qui ont des prébendes et les bénéfices de ces dividendes. Vous comprenez? Je vais vous parler d'autres choses comme ça dans le septentrion. Donc voilà le fond de l'affaire. Donc quand vous prenez donc Issa Chiroma, vous prenez aussi Berouba, vous rentrez dans leur positionnement, posons-nous des questions claires. Est-ce que vraiment on peut espérer quelque chose d'eux en termes de contribution dans le changement que poursuit l'opposition au quotidien depuis des années? Là est la question de Valère Bessala. Henriette Ekoué, vous êtes journaliste, on a documenté quelques faits. Le 27 août 1992, il y a le ministre Gaga Aman, à l'époque de la fonction publique, qui démissionne. On a le 20 avril 97. la caravane de l'Union pour le changement. Voilà.
Voilà. En 1997, Titus Ezoa également démissionne. Le 30 novembre 2011, professeur Maurice Kamto démissionne. Et puis, il y a quelques jours, le 24 juin dernier, Issa Tiroma Bakari démissionne. Pratiquement 4 démissions en 40 ans. Est-ce que c'est pour marquer là le fait que les démissions ne sont pas le propre des Camerounais? Si oui, pourquoi? Est-ce que c'est parce que la gouvernance est toujours la bonne, ou alors parce qu'on ne peut pas démissionner par peur de représailles? Il y a un premier ministre qui avait démissionné, Vincent de Paul Anda. Bon, bref. Ce que je constate, parce qu'il y en a, Issa, on est des amis depuis la coordination, il vendait les cartons rouges à Garoua avec Moustapha. Donc, c'était notre partenaire de la lutte pour la conférence nationale souveraine. Oui. Bon. Issa et Bello sont entrés dans un deal. Qu'est-ce qui s'est passé? En janvier 1997, il y a un congrès à Garoua de l'UNDP. Sont conviés à ce congrès Fundi Ndamjoya. Et ces 3 leaders décident de boycotter la présidentielle d'octobre. Ils boycottent la présidentielle et le président prend peur. Il se dit, si les gens démissionnent parce qu'ils n'ont pas confiance, il faut que je les attire. C'est les accords de Mvouyi. Fundi parce qu'il exige le statut d'opposition. En Angleterre, il y a la majorité de la reine et l'opposition de la reine. Ils ont un statut clair. La reine ne peut pas inviter le chef premier ministre et ne pas inviter le chef de l'opposition. Bon. Les nordistes commencent à revendiquer très fort le fait que ils ont Aïdjo a donné le pouvoir à Biya et qu'il serait temps qu'on leur donne le pouvoir. Ce à quoi je leur réponds, maintenant c'est les urnes. L'espèce de montage d'Ojula qui a été suivi par le président Aïdjo qui donne le pouvoir à Paul Biya ne peut plus se faire. Donc on ira aux urnes. Bon, le mouvement commence à faire du bruit. Bon, mes amis du Nord me disent que non, en réalité, ce n'est pas possible. On a donné librement le pouvoir. Et puis j'ai dit oui, mais maintenant on est en démocratie. Qu'est-ce qui se passe alors? Ils sont dans une ère géographique où il commence à y avoir des lassitudes. L'école sous Manguier, il n'y a pas de salle de classe, y compris dans l'arrondissement même du président de l'Assemblée nationale. Les journalistes sont sortis ça tous les jours. Et ils se rendent compte que l'opposition veut grignoter l'électorat du Nord. Puisque le pouvoir dit toujours que non, vous savez, vous êtes nuls, parce que nous, le plus gros de notre électorat, c'est le Nord. Tout à fait. Et donc, les camarades, du moins les opposants, commencent à entrer. Il y a, oui, il y a Joshua aussi qui a fait une grande tournée là-bas, jusqu'à Kolofata, etc. Et Cabral, ils ont mis le doigt sur les problèmes d'infrastructure au Nord, où il y a une colère réelle. Quand je dis il n'y a pas de haine, il y a de la colère. Et les gens, la base leur dit que, mais enfin, vous êtes là-bas, pourquoi? Ce à quoi mes amis qui sont là-bas répondent, quand je les interroge, ils me disent non, on a fait une alliance avec un parti qui s'appelle le RDPC. Et le président
il ne nous voit plus. On n'a plus accès au président. Quand tu n'as plus accès au président et c'est Ngongo qui devient ton partenaire, ils disent que mais on n'a pas fait une alliance avec Ngongo. Ngongo sort pour nous parler. Vous savez ce qui s'est passé ou non? Tout à fait. Bon, donc... Est-ce que c'est Biya qui est sur les réseaux sociaux ou c'est son nom? Je crois que vous avez déjà la réponse. On ne lui connaît pas le téléphone. Et donc, sur ce point, Biya, vous dites que c'est lui qui communique. Je crois qu'on vient de régler la question. Maintenant, celui qui écrit les messages en son nom, est-ce que vraiment il s'est actualisé sur le Biya qu'on a aujourd'hui? Parce que celui qu'on a aujourd'hui n'est pas celui qu'on avait encore hier ou avant-hier. Je parle sous le contrôle de l'aîné qui est là. C'est un autre monsieur qui est déjà parti dans une autre sphère. Dans une autre sphère, il n'est même plus avec nous. Donc, quand vous lui parlez d'un tweet sur les réseaux sociaux, je me demande bien s'il comprend même ce que c'est. Parce que c'est ça le véritable souci aujourd'hui. Tout à fait. Vous voyez? Écoute. Voilà. Donc, le président, il nous a habitués à la méthode d'Aïdjo, c'est-à-dire que le président communique 2 fois l'an. C'est-à-dire le 31 décembre de l'année Et le 10 février. Le 10 février de l'année. Vous voyez? Les réseaux sociaux sont arrivés, je crois, il y a à peine 10 ans chez nous, à peine 10 ans, quand je résume un peu la venue de l'Android. La venue de l'Android, c'est à peine 10 ans vraiment pour voir l'effervescence des jeunes et tout ça. C'était là avant, mais c'était pas comme ça. Vous voyez? Alors, allons dans les messages pour aller dans la preuve. Alors, il y a des messages qui parfois sont signés des rappels de discours passés du président. Tout à fait, comme celui que nous avons attention. sous les yeux actuellement, des multiples changements continuent de menacer, des multiples dangers, continuent de menacer notre démocratie. À nous de la protéger contre les excès et les écueils de toute nature, notamment les fanatismes, l'intolérance, l'exacerbation du tribalisme et le régionalisme. C'est un discours, un extrait de 1992, c'était exactement le 3 novembre. Très bien. Il y a donc aussi des extraits qui n'ont aucune base de référence. C'est-à-dire qu'ils sont tirés de nulle part. Si vous faites, vous qui avez nous allons le sujet, vous avez dû remarquer qu'il y a Tout à fait. des extraits qu'on plaque et qu'on colle à Biya qui n'ont rien à voir avec aucun de ces discours. On peut se dire que ça fait partie de la nouveauté, c'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau, et puis il a pensé qu'il fallait être en harmonie ou encore en phase avec l'air de son On temps. ne peut plus dire qu'il a pensé. Nous sommes déjà sur le fait que c'est pas lui. Alors je vais donc sur la preuve pour vous dire que les messages qui ne sont pas tirés de ces discours, qui les choisit? Qui les pense? Du moment où nous savons qu'en fait, ce n'est pas lui. Alors, si vous parlez des discours, moi je vais vous dire une chose, c'est que ce sont des messages qui sont complètement tirés sur le cheveu. On comprend que le président, à travers le discours du 10 février, il a effectivement senti que la jeunesse était en train de glisser vers le camp d'en face. Tout le discours, on a senti même vers la fin où il prévenait les jeunes de ne pas céder aux sirènes, aux ceci, aux cela. On comprend bien que c'est conseillé pour faire bonne figure et pour sauver la manne qui est la leur de travailler auprès du président de la République, ont décidé de l'introduire dans ce carnaval numérique. Je peux encore vous rappeler une chose, puisque je vous disais, nous sommes d'accord que ce n'est pas lui qui écrit. Alors, vous vous souvenez, l'année dernière, je crois en fin d'année, oui, un message où il s'est mué en félicitations à une jeune dame. En félicitations à une jeune dame qui est la fille d'un de ses collaborateurs qui lui-même est censé gérer les comptes numériques du président de la République. Vous vous en souvenez, non? Vous voulez encore quoi, M. Ngoti? Que je vous dise que le président ne s'intéresse pas au peuple camerounais, qu'il s'en moque? C'est ça que je dois vous dire. Parce qu'en fait, dans un pays normal, les sanctions seraient tombées. Parce qu'en fait, le compte numérique du président de la République est un peu comme son discours, c'est-à-dire les éléments de discours qu'il donne à la nation, c'est-à-dire c'est un compte souverain. On ne s'y introduit pas n'importe comment. C'est lui qui gère ce compte-là, reçoit un message et le transcrit, le transpose et l'envoie à la cible. Vous comprenez? Oui. Alors quand il prend de sa propre initiative d'introduire un message individuel qui concerne en fait sa propre progéniture, vous comprenez que notre pays n'est plus debout.
Comprenez? Parce que j'ai vu aussi un message où on dit qu'il a écrit que le pays est debout. Le pays n'est plus debout. Ça veut dire que le président est couché. Et quand le président est couché, l'élu des élus est couché, ça veut dire que le peuple camerounais est couché et le Cameroun est à terre. Donc je sors en disant que non, c'est vous qui avez posé le sujet. Vraiment, c'est vous qui avez posé le sujet. Oui, je pense que je parle avec des faits. Oui, tout à fait. On vous écoute bien. On vous écoute très bien. Je sors en disant que M. Ngoti, le président n'a que les intérêts des Cameroun. Pour moi, il est déjà parti. Tout ce que la jeunesse doit comprendre aujourd'hui, c'est qu'elle doit prendre son destin en main. Suivre encore les aînés qui peuvent encore servir d'exemple et trouver le chemin pour octobre pour qu'on aide le président à laisser reposer. On n'a rien contre la vieillesse. Vous savez, nous prions même pour nous autres d'atteindre cet âge-là. Notre mère est là à côté, je ne suis pas sûr d'atteindre son âge, vous voyez. Mais il y a un niveau de service du peuple qui nécessite encore quand même une certaine énergie, un certain dynamisme, une certaine présence, une certaine acuité et surtout un certain amour de l'autre. Parce que quand on aime l'autre, surtout quand on est un président de la République, le premier indice de l'amour quand on est un chef, c'est de reconnaître qu'on est fatigué, qu'on est paumé et de laisser la place à quelqu'un d'autre de plus vivace pour qu'il puisse continuer la barque. Pourquoi? Parce qu'on décide qu'on va faire la démocratie. Quand les élections s'annoncent, on sort les arbres de la paix. On fait des marches. Oh, la paix est menacée. Qu'est-ce qui menace la paix? Simplement, on veut dire aux gens que si jamais vous revendiquez une victoire, on sort l'armée des casernes. Parce que c'est ça, cette démocratie. Elle est tenue par les forces armées. Dès que les gens descendent dans la rue, on sort l'armée des casernes et on tue. Donc chaque fois, en 2004, on a sorti des chars d'assaut à Douala. Qu'est-ce qui se passe? Le gouverneur, non, le préfet dit aux gens d'aller faire les provisions. On met un sentiment de peur. Et le jour de l'élection de 2004, c'était comme si Douala était une ville morte. On sort les chars d'assaut. Est-ce que c'est une stratégie d'influence? Non, c'est-à-dire que depuis qu'on est dans la démocratie, donc, et que le parti au pouvoir sait qu'il va perdre, vous arrivez au pouvoir. Le président précédent dit que les caisses sont pleines. Vous confirmez que les caisses sont pleines. 2 jours après, le FMI est arrivé, on n'a plus à manger, il n'y a plus de bourse, on chasse les gens des boulots, on ferme les entreprises, etc. Ça a été dû. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les années 80-90. Et si l'opposition a eu du succès, c'est à cause du FMI et de la Banque mondiale. Où toute l'opposition, tous les leaders ont convergé vers l'opposition. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des détournements massifs. Les gens qui ont fait le coup d'État, leur déclaration, ça a été qu'à l'allure où va le pays, on sera bientôt dans un gouffre. Et ça n'a pas loupé. On ne sort plus du FMI. On veut acheter une brouette, on court au FMI. On va acheter je ne sais pas quoi, on court au FMI. On fait des emprunts à gauche à droite. C'est ça, justement. Où en est la dette? Et on a endetté toutes les générations qui vont suivre. Et quand on prend de l'argent, les ministres détournent de l'argent. Ils mettent ça dans leur poche. Et on dit que non, il faut éduquer les populations. À quoi? Pourquoi on n'a pas éduqué les ministres qui détournaient? Le président a dit, désormais, on va faire la rigueur et la moralité. Tout à fait. Et ça n'a pas été suivi du fait de ces ministres. Donc quand les jeunes veulent parler, on a fermé l'université aux jeunes parlementaires, on les a chassés, parfois en refusant même de leur donner leur diplôme. Donc quand on dit ici qu'il faut continuer le boulot, il faut former les jeunes, vous les formez à quoi?
Les jeunes ont une conscience politique. Et quand les gens faisaient les villes mortes, d'accord, les leaders étaient là, mais ce sont les jeunes qui posaient les barricades. Et ils ont payé le prix fort. Pourquoi on n'a pas dit que ce sont des jeunes, il faut les laisser et tout et tout. Quand Maître Tobin dit qu'il faut respecter le travail, évidemment. Quand le président vient dire que oui, les Bensikineurs s'occupent de leurs parents. Quand tu as une licence, tu as fait la licence pour être Bensikineur. Donc, il faut avoir quand même un degré de révolte. Je ne peux pas poursuivre. De toute façon, on risque de suspendre ton... De toutes les façons, on n'appelle pas à la révolte, on essaye de comprendre. Oui, c'est ça. Non, pas du tout. Social, loin notamment de nous, cette expression de révolte, on n'en est pas là. Alors, Valère Bessala, on parle de cette jeunesse qu'il faut appâter, mais il y a un problème qui est visible de tous. On parlait tout à l'heure des Bensikineurs, on voit cette jeunesse qui est titulaire de licence, de master, ainsi de suite, mais qui fait quand même la formation. Dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut se dire que ces messages qui viennent de part et d'autre peuvent amener cette jeunesse à s'intéresser? D'ailleurs, on observe que de moins en moins, ou alors les jeunes s'intéressent à la chose politique. Bon, je voudrais d'abord relever quelques effets de mollesse, de mollesse argumentaire de Maître Tegem, parce que je comprends que quand nous travaillons sur la scène politique, s'il en est, je crois qu'il est représentant du RDPC, on doit aussi avoir un peu d'histoire. Et au-delà de l'histoire, on doit avoir la connaissance des artères, du pouvoir et surtout de l'objet. Que soit on défend, puisqu'il est du parti d'en face, ou que l'on combat, puisque nous sommes en face du parti d'en face. Vous voyez? Il faut lire Mattei. Il faut lire Mattei, le code BIA. Le président n'a pas de téléphone. On ne lui connaît pas un téléphone. Je dis ça comme ça, allez le lire. Mattei l'a dit. Le code BIA. Oui, je vois. BIA, puisqu'il parle de l'homme BIA, puisque c'est un ouvrage en censeur du président de la République. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre un téléphone et dire voici le numéro et vous composez. Maintenant, dans les arcanes, c'est clair. Moi, j'ai dit que de tous les collaborateurs du président que j'ai eu à côtoyer, tous m'ont certifié que quand le président a besoin de parler à quelqu'un, c'est son garde du corps ou c'est son aide de camp qui apporte le téléphone au patron. Bon, si vous connaissez le numéro, je sais que vous êtes la plus ancienne sur ce plateau. Je sais au moins que parce que je peux aussi m'avancer, comme il dit très vite, alors que vous êtes là dans votre histoire, vous vous souvenez qu'un jour, monsieur était assis à côté de vous, et après le téléphone, appelé le président a répondu que c'était son numéro. Donc il y a de la pratique de ce que nous connaissons. Parce qu'un homme ou un pays, c'est de l'histoire qu'on a dite, qu'on a entendue, qu'on a écrite. Vous comprenez? Et au-delà des faits, c'est qu'on a écrit. Donc je vais évacuer cela. Quand vous avez invité ici pour le sujet, j'ai bien dit des discours à la nation. Le discours au corps diplomatique n'est pas un discours à la nation. Tout à fait, tout à fait. Les discours institutionnels, dans la pratique institutionnelle, c'est le 10 février et le 10 février. C'est là qui s'adresse au peuple jeune, le 10 février, et le peuple dans l'ensemble, le 31 de chaque année. Donc il s'agit d'une affaire de culture, monsieur. Donc je vais dire, pour traverser rapidement sur cela, j'évacue tout ce qu'il a eu à dire après, pour dire qu'en fait la jeunesse n'a plus besoin de ça. Elle a besoin de Parce qu'elle a besoin justement d'un président qui est présent et qui travaille. C'est tout ce dont elle a besoin. La jeunesse ne veut pas savoir s'il a traversé l'histoire, s'il connaît l'histoire, s'il est le seul d'ailleurs. Le dire de sa bouche que le président est le seul aujourd'hui qui est capable. Ça veut dire que lui-même qui est dans le parti au pouvoir, il s'avoue incompétent. Il s'avoue incapable. Ça veut dire que le chef du RDPC, qui est son chef à lui, n'a pas pu faire de lui
un homme capable de lui succéder. Parce que la première capacité d'un chef, c'est de former ses successeurs. Voilà. Il n'y a pas de bon maître sans disciple. Il n'y a pas de bon maître sans disciple. Si un disciple vient sur le royaume et dit qu'il n'y a que son chef qui, depuis 63 années, au sommet de la haute administration de l'État, 43 années comme président de la République, qui peut encore faire à cette année-ci, à 92 ans, il a un problème. Et je sais qu'il parle comme tous ceux qui sont de son parti. Donc en fait, il représente ces gens-là, qui nous maintiennent dans cette misère. Pour nous dire qu'en fait, l'homme providentiel ne devrait pas disparaître. Il doit toujours rester au même endroit. Ils vont faire comme Que tout aille mal ou tout aille en pire. Voilà le discours qu'on nous vend aujourd'hui. Alors, on dit les tweets. Quand vous parlez des tweets, qui tweet donc? Est-ce que vous avez donc vu dans les tweets du président une actualité particulière? Prenons donc les tweets, puisque vous dites que c'est le président qui parle. Le président, quand lui, il entre dans l'actualité, il faut aussi le lui rappeler, c'est pour écrire à un homologue à l'extérieur, dont le pays fête par exemple son année d'indépendance, la fête nationale. Oui, une catastrophe naturelle. Une catastrophe comme en Turquie, on a eu à donner 700 millions à la Turquie, je crois, il y a 7 ans. Tout à fait. Vous comprenez? combien? Quand il entre dans l'actualité, oui, on avait donné, on avait envoyé à la Turquie 700 millions, je crois qu'il y avait une catastrophe. Je crois, Exact, c'est exact. Quelque chose, c'est exact. 100 millions. Donc vous voyez, alors dans ces tweets, qui n'étaient pas au courant de l'éboulement de la falaise de Tchang. Le Tchang, le Il Sénégal. n'est même pas venu. Non, il n'en a même pas parlé, puisqu'il tweet. Puisqu'on dit que c'est le président qui tweet. Il n'était pas au courant de cette affaire, M. Ngoti. Même les Vous voyez inondations. les inondations, l'extrême nord l'année dernière Oui. encore. Et je crois même qu'il y a un pays qui nous a envoyé l'Inde. Le ministre de l'administration territoriale est allé au port, je crois, la semaine qui vient de finir là, pour recevoir ces conteneurs-là. Le président n'était pas au courant des inondations. Mais ce sont plutôt ses collaborateurs qui nous ont dit qu'il a demandé de décaisser 1 milliard et poussière comme distribué aux gens, aux populations comme des monnaies de singes. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, M. Ngoti, que nous avons un problème dans ce pays, c'est que au-delà des chapelles politiques, il nous manque désormais la lucidité. Ce n'est pas parce que je défends une cause que je dois être injuste avec la vraie cause. Comprenez? Je suis certes là où je suis de l'opposition, je dis c'est bon pour ceux qui suivent toujours mon discours. Même si ça plaît à Paul Biya, c'est tant mieux. On peut tirer sur moi, on dit voilà, vous appelez ça vraiment bipolaire. Parce qu'il a dit ceci de bien hier de lui aujourd'hui, mais c'est la vérité. Quand c'est la vérité, il faut le dire. C'est pas parce que dans l'opposition qu'on doit être de mauvaise foi.